Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network, un débat sans concession avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. Les conflits en Ukraine et en Syrie ont ravivé le débat sur la nécessité pour l'Europe de stabiliser son voisinage et protéger ses intérêts. Mais le pouvoir central européen ne se trouve-t-il pas dans une impasse puisque les gouvernements frappés par l'austérité ne peuvent pas dépenser les 2% de PIB soi-disant nécessaires pour créer une défense viable? Réticent à dépenser plus, l'Europe va-t-elle continuer à dépendre d'un OTAN dirigé par les Américains et pourront-ils toujours compter sur l'organisation atlantiste? Ou bien l'Europe doit-elle se contenter de dispenser des solutions douces, le soft power comme la diplomatie, l'assistance humanitaire et éviter de dépenser son argent dans du nouveau matériel coûteux? Connecté à cette édition depuis le Parlement européen à Bruxelles, Michael Gallagher, député allemand du groupe conservateur Parti populaire européen. Philippe Lamberts, coprésident belge du groupe des Verts, Alliance libre européenne au Parlement. Et enfin, Paul Ivan, analyste politique du Centre politique européen et ancien diplomate. Bienvenue à tous et commençons par une question commune. Tout d'abord pour vous, Michael. Peut-on vraiment avoir une politique étrangère forte sans une armée forte? Peut-on être crédible en ne faisant usage que du soft power? Nous avons besoin d'une boîte à outils complète, allant de l'échange verbal aux avions de combat. Et cela veut dire que dans les circonstances actuelles, nous devons tout d'abord cesser de réduire nos dépenses liées à la défense et nous devons aussi mieux utiliser les fonds disponibles en faisant des planifications et des acquisitions en commun. Ok Philippe, quelle est votre position? La partie militaire de la boîte à outils est indéniable, mais la question est va-t-on en avoir pour notre argent? Et quand on a 28 budgets défense nationaux, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen d'obtenir quelque chose de nos investissements. Donc la question n'est peut-être pas doit-on dépenser plus, mais plutôt ne doit-on pas dépenser mieux? Paul, doit-on dépenser plus? Eh bien, je dirais qu'il faut faire les deux, dépenser plus et mieux. Combien doit-on dépenser? 2%? C'est l'un des chiffres qui a été évoqué lorsque les États membres ont discuté dans le cadre des dépenses de l'OTAN. En même temps, nous parlons de politique étrangère, et le monde en dehors de l'Union n'a pas à suivre les règles de l'Union européenne. Et ce n'est pas un monde post-moderne, c'est un monde où l'on mène des guerres, donc il est clair que nous devons nous y adapter. Ok, nous devons dépenser plus, mais il y a des pays qui disent qu'ils ne peuvent pas dépenser plus, car ils sont limités par le pacte de stabilité qui les empêche de dépenser plus. Les Italiens, par exemple, voudraient suspendre les règles du pacte de stabilité sur les dépenses liées à la défense. Qu'en pensez-vous, Philippe? Eh bien, je ne commencerai pas par là. Je veux dire que si les gouvernements doivent dépenser de l'argent, de la partie flexible du pacte de stabilité, il faudrait plutôt le faire sur des problèmes sociaux parce qu'on risque plus une explosion en interne qu'une menace extérieure. Donc la priorité devrait plutôt être là. Faut-il délaisser le pacte de stabilité quand il s'agit de défense? Ce sont deux questions différentes. Je l'ai déjà dit, il s'agit surtout de dépenser mieux. Il s'agit aussi d'adapter nos structures à nos besoins. Par exemple, il y a le mécanisme de financement Athena pour les opérations militaires qui empêche de participer les pays qui ne peuvent pas payer le coût d'un engagement et donc ils doivent s'abstenir, ce qui met plus de poids sur les autres. Et donc nous devons réformer ceci, mais on peut aussi utiliser ce que l'on a à notre disposition. Ok, réformer, mais cela prend du temps. Je pense que l'on peut dire qu'il y a un soutien général à l'OTAN, mais l'Europe doit-elle continuer de s'appuyer sur l'OTAN alors que les Américains disent qu'ils ne seront peut-être pas toujours là? Nous devons revoir nos dépenses. En matière militaire, il y a deux grands dépensiers en Europe, le Royaume-Uni et la France. Une partie signifiante de leurs dépenses concerne leur arsenal nucléaire, qui est de manière typique le genre d'arme que l'on n'utilise pas. On préfère ne pas l'utiliser, donc la question est, faut-il mettre tout l'argent dans ce panier? Ok, avons-nous besoin d'armes de dissuasion nucléaire, Paul? Eh bien, les pays qui ont des armes nucléaires semblent croire qu'ils doivent les garder, plus spécialement si les autres pays dans le monde améliorent et modernisent leur système. Cela fait partie des outils militaires. En même temps, je crois que l'OTAN restera la colonne vertébrale de la sécurité européenne, et en tout cas dans les domaines qui concernent cette sécurité. Ce n'est pas que l'OTAN et les États-Unis, par exemple un pays comme la Turquie. Nous allons être actifs dans les zones à prédominance musulmane et l'OTAN décide à l'unanimité. Et donc par rapport aux positions de l'Europe dans l'OTAN, je ne veux pas dépendre d'un veto de la Turquie. Ok, à ce propos, devons-nous envoyer des armes aux rebelles modérés en Syrie, par exemple? Concernant le nord de l'Irak et les Peshmerga, j'ai soutenu une telle décision,
car il est possible de voir qui obtient quoi et qui va utiliser ces armes et dans quel but. En Syrie, c'est bien plus difficile, j'hésite beaucoup à ce sujet. Je ne fais que regarder les dossiers récents. Les États-Unis ont dépensé des dizaines de milliards de dollars pour équiper l'armée irakienne, et tout cela pour la voir périr sur le champ de bataille. Donc vous pensez que c'est gâcher de l'argent? Cela dépend pour qui, et cela dépend également du plan militaire établi pour assurer la sécurité. Et pour le moment, je ne vois aucun plan crédible pour la Syrie, par exemple. Ok, Paul, très rapidement, est-ce qu'on donne trop rapidement de l'argent et à tort? Il est sûr qu'il faut une stratégie claire. Et en même temps, je dirais que les troupes kurdes sont peut-être mieux organisées que les chiites et les sunnites au sein de l'armée irakienne. Ok, revenons à la défense européenne. L'Europe n'a-t-elle pas besoin d'une force pour assurer, puis maintenir la paix? Est-ce que cela ne justifie pas de stimuler le côté militaire de l'Europe, transformer le corps européen en véritable armée, par exemple? Michael. Je suis vraiment pour. Le corps européen a été utilisé en Afghanistan, mais pas sous commandement européen. Il a été utilisé par l'OTAN et d'autres, et il pourrait servir de noyau à une future armée européenne. Nous décidons à l'unanimité, donc on peut aussi décider à l'unanimité d'avoir de telles structures. Philippe, doit-on aller plus loin? Il y a deux conditions pour que cela marche. Tout d'abord, avant d'avoir un outil commun, avons-nous une vision commune? Parce que je vois beaucoup d'États membres européens divergents sur l'aspect stratégique. Deuxièmement, nous avons tous des règles d'engagement différentes. En Allemagne, il faut passer par le Bundestag pour obtenir un engagement. Et donc, de la même manière, je pense qu'il faut une légitimité démocratique sur ces questions. En France, c'est le président qui décide. Il faut que nous ayons la même procédure à travers toute l'Europe pour pouvoir engager des troupes communes. Ok, Paul, est-ce ce qui empêche l'Europe d'avoir une politique de défense plus ferme, une politique militaire, que tous les gouvernements travaillent de manière différente? C'est clairement un des problèmes, ce manque de vision commune, ce manque d'une culture stratégique commune. Et donc, avec toutes ces différences entre les États membres de l'Union européenne, et Philippe Lamberts a mentionné ces exemples, il faut souligner que la stratégie sécuritaire européenne a 11 ans. Il faut donc absolument la moderniser. Le monde fait face à de nouveaux défis. Les choses sont bien plus sérieuses qu'il y a 11 ans. Qu'est-ce qui nous empêche? On en parle depuis des années. Ce qui nous a retenus, ce n'était pas vraiment le sentiment que l'on n'avait pas assez d'argent, que les États-Unis commençaient à reculer ou qu'il y avait une menace extérieure. Or maintenant, il y a les trois. Pas assez d'argent, les États-Unis qui débrayent et la menace extérieure. Donc je pense qu'il est plus que temps pour nous d'avancer sur ce sujet. Ok Philippe, ça va arriver? On va enfin voir quelque chose? Il me semble que 2015 est censé être une année charnière. On peut aller dans ce sens, mais je commencerai surtout par la vision commune, parce qu'une fois de plus, si l'on a un instrument commun, mais aucune vision commune, alors on n'utilisera jamais cet instrument. Ok, si l'on met en place cette défense, je veux dire, M. Schauble en Allemagne a récemment dit que ce serait un mauvais signal à envoyer aux Russes pour le moment. Qu'en pensez-vous, Paul? Eh bien, je pense que les Russes font un peu ce qu'ils veulent sans se soucier de ce que fait l'Europe. Et je ne pense pas que l'Europe devrait préparer sa défense en fonction de la Russie. Ok, Paul. Michael, en tant que chrétien-démocrate comme M. Schauble, qu'en pensez-vous? M. Schauble n'est pas contre plus de défense européenne, mais avant de franchir le pas et d'augmenter les dépenses de défense, commençons plutôt par arrêter de réduire le budget et par mieux dépenser l'argent présent. Puis nous verrons où nous en sommes. Êtes-vous d'accord, Philippe? Oui, nous devons commencer par regrouper certaines capacités et en construire d'autres ensemble, de nouveau. Il y a beaucoup de doublons à travers l'Europe et nous sommes absents de certaines zones, le ravitaillement en vol, le renseignement, etc. Ok, la dernière question est pour vous, Paul. Nous sommes 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale, 70 ans après la fin de la Seconde. Pensez-vous que l'Europe aura un jour les tripes d'avoir une force militaire solide, compte tenu de l'histoire? On pourrait en discuter bien longuement, mais soyez bref. Je pense que cela va prendre du temps avant qu'on ait une armée européenne en tant que telle. Pour le temps à venir, nous allons continuer à avoir des armées nationales qui peuvent plus ou moins travailler ensemble. Donc je pense qu'il faut se focaliser sur la manière de les faire travailler ensemble pour avoir certaines capacités. Certaines ont été mentionnées par M. Lamberts, pour remplir des missions dans certaines zones sans avoir à demander l'aide des Américains. Il faut donc peut-être avoir un terrain d'entente. Je voudrais remercier tous nos invités. Michael Geller, Philippe Lamberts et Paul Ivan. Je suis Chris Burns. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi The Network.